Eh bien, bienvenue dans ce numéro 3 de l'économie expliquée par mon père. C'est moi. C'est lui. Avec notre directeur financier qui est toujours ici, mais aujourd'hui il est plutôt calme parce qu'on s'est pris des torrents d'eau, donc il a été bien calmé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet... ah oui, avant que je ne commence, il y avait quelque chose que je devais dire par rapport à la semaine dernière, qui était le sujet sur la dette. À un moment, nous avions parlé du Chili, et ce n'est pas d'Allende auquel nous devions faire référence, mais de Pinochet, à qui Milton Friedman a serré la main 15 minutes. Voilà. Donc c'était un coupé-collé mal collé. Donc c'est rectifié, c'était bien effectivement de Pinochet dont il fallait parler. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet complètement différent, quoique tout se recoupe, tout se transforme, rien ne se perd, et on va parler aujourd'hui de la monnaie, de la notion de monnaie. Alors plusieurs choses. On va parler évidemment de la nature de la monnaie dans un premier temps, de sa fonction, et après probablement nous allons bifurquer un petit peu sur l'euro, cette création monétaire ex nihilo. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà tout le bien que Charles Gave pense de l'euro. Donc ça va être, j'espère, une très bonne émission. Sanglant. Voilà. Donc revenons à cette notion de monnaie. Quelles sont les différentes façons de considérer la monnaie dans la philosophie, C'est dans tous les domaines. Bon, alors ça c'est une notion extraordinairement compliquée, et que je vais essayer de simplifier. Et ce que je trouve de plus étonnant, c'est que dans le fond, les économistes ne réfléchissent pas sur la monnaie. C'est-à-dire que quand des biens s'échangent, il y a un prix qui se crée et ce prix est exprimé dans une monnaie. Et donc ils prennent ce prix, ils le mettent dans leurs statistiques, ils font des tas de calculs dessus. Mais il y a quand même quelque chose qui est très curieux, qu'il faudrait expliquer dès le début. C'est ce que je vais essayer de faire, c'est pourquoi diable la monnaie a-t-elle de la valeur ? Parce que pourquoi les gens acceptent-ils de travailler en étant payé en monnaie qui ne coûte rien à faire. Vous savez, ça ne coûte rien la monnaie. Vous appuyez sur un ordinateur et vous pouvez créer des milliards et des milliards. Oui, mais au début, ça ne coûtait pas rien. Au début, on a eu le sel, oui. Parce que ça représentait quelque chose, et bien sûr l'or, parce que les gens se disaient, l'or, c'est riche, on n'y en avait pas beaucoup, c'était rare, on mettait du temps à l'extraire, donc il y avait une sorte de valeur intrinsèque. Et l'argent métal, c'était la même chose. Et l'argent métal, c'était pareil. Donc il y avait une valeur intrinsèque de cette monnaie qu'on a perdue maintenant, puisqu'on a des billets papier. Donc on est passé à une autre conception de la valeur. On est passé à une autre conception de la monnaie. Mais, encore une fois, si on regarde dans la philosophie historique, il y a eu 3 personnes qui ont parlé de la monnaie pour expliquer pourquoi elle avait de la valeur. Alors, la première, c'était Aristote, qui disait que la monnaie avait de la valeur, c'est ce que tu viens de dire, parce que ça coûtait cher à extraire. Il fallait des mines, il fallait des travailleurs dedans, ça coûtait très cher. Et ça coûtait très cher sous un format assez petit. Donc la monnaie, dans le fond, c'est devenu... Ce que dit Aristote, c'est que la monnaie a de la valeur parce qu'il y a du travail dans cette monnaie. Donc c'est une expression de la valeur travail. Vous savez qu'il y a décliné ensuite dans toute l'histoire pour arriver jusqu'à Marx. Et on sait tous que quelque chose peut incorporer beaucoup de travail et n'avoir pas de valeur. Par exemple, si quelqu'un faisait des diligences aujourd'hui, une diligence très confortable, ça coûterait très cher à faire, mais ça n'aurait aucune valeur, parce que personne n'en voudrait de sa diligence. D'abord, il n'y a plus de chevaux, puis les gens voyagent en train, en avion, ils ne voyagent plus en diligence. Donc, c'est pas le travail qui donne sa valeur à la monnaie. Donc ça, c'était la première chose. Platon, qui était le deuxième, en même temps qu'Aristote, à peu près à la même époque, a dit la monnaie a de la valeur parce que c'est une convention. C'est-à-dire que lui, vous, toi et moi, on accepte d'échanger des biens et des services, etc., pour de la monnaie, parce que ça nous arrange bien. Donc c'est un contrat. C'est une espèce de contrat. C'est un échange. Je suis d'accord, tu es d'accord, on a donc un échange contractuel. Un échange et tout le monde accepte la monnaie. Mais on n'explique pas très bien pourquoi on l'accepte, parce que... Parce que ça nous simplifie la vie à tous les deux. Ben voilà, si on veut échanger des massues contre des flèches et des carquois... Il faut venir avec toutes ces massues, tous ces carquois, c'est compliqué. Une flèche vaut 2 massues, ou j'en sais rien, donc bref. Donc c'était pas pratique, le troc était pas pratique, donc on a fait cette convention. Mais celui qui a vraiment défini la valeur de la monnaie, aussi curieux que ça paraisse, c'est le Christ. Vous savez que je m'intéresse beaucoup au Christ parce qu'il a écrit, dans les évangiles, il n'y a pas une seule erreur économique. Et il n'y a pas une bêtise qui est tout à fait stupéfiante, parce qu'il prouve que ça a été écrit par quelqu'un de surhumain, parce que
Et pas, compte tenu des imbécilités qu'on a dans l'Ancien Testament ou dans le Capital de Karl Marx, ben on se dit qu'un type qui écrit, qui dit plein de choses et qui en par une seule fois fait une erreur, ça doit être tout à fait étonnant. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le Christ? Il y a des pharisiens, vous savez, les pharisiens dans l'Ancien Testament, c'était les gros hypocrites, c'était ceux qui étaient... comment on appelle ça, ceux qui veulent vous imposer une façon de penser. Alors, ils tendent un piège au fisc et ils demandent au Christ, et ils disent, est-ce que il faut payer l'impôt à César? Alors ça, c'est l'horrible piège, parce que si le Christ dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, il se met en révolte contre Rome, et Rome lui fait sa fête. Ou s'il dit il faut payer l'impôt à César, il devient un collaborateur, et les sicaires de l'époque, c'est-à-dire les Juifs qui voulaient chasser les Romains, lui font sa fête aussi. Donc c'est quand même un élément important. Et donc le Christ regarde le pharisien et lui dit « Avec quoi paye-t-on l'impôt ?» Et le pharisien lui répond « avec de la monnaie. » Et le Christ dit « Montrez-moi cette monnaie. » Et le Christ montre, le pharisien montre une pièce de monnaie, et le Christ lui dit « Qui a-t-il sur cette pièce de monnaie ?» Et le pharisien répond « César. » Et le Christ dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est-à-dire qu'il avait coincé le pharisien de façon épouvantable, qu'il n'a pas dû s'en remettre, le pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ nous dit que la monnaie, c'est César. César, c'est l'État. Et on se sert de la monnaie pour payer les impôts. C'est trois notions extraordinairement importantes. Parce que si on réfléchit, César, c'est l'État. Qu'est-ce que c'est qu'un État? C'est quelque chose à qui une communauté, une nation, a donné ce que j'appelle, après Max Weber, le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire de me mettre en tôle, D'avoir une armée, d'avoir une police. Armée, des fonctionnaires qui lèvent les impôts. Donc, et une nation, aujourd'hui en tout cas, c'est une volonté de vivre ensemble. Donc, grosso modo, ce que le Christ dit, c'est s'il y a des gens qui veulent vivre ensemble, il faut qu'ils se mettent ensemble, bien sûr, qu'ils créent un État, une structure administrative qui va assurer la protection de cette communauté, intérieure et extérieure, les droits régaliens en quelque sorte, et qu'il faudra payer les fonctionnaires qui travaillent dans cet État avec cette monnaie. C'est-à-dire que le Christ nous dit, sans tergiverser, que à une monnaie correspond une nation, et une nation correspond une monnaie. Donc, on est tous d'accord à partir de là pour définir que la monnaie est un élément régalien. Et que la monnaie fait partie de la souveraineté d'un État. De la souveraineté d'un État. D'une nation. Et que c'est comme ça que la communauté exprime son adhésion. Son adhésion en payant l'impôt. Donc, il y a en se servant de la monnaie de sa nation, de son pays. De son souverain. C'est un peu une carte d'identité pratique. On s'en sert tous les jours. Je suis française, je vais payer en francs. Ça me définit aussi, c'est une forme de souveraineté. C'est une forme de souveraineté, absolument. Et ça, pour ça, imaginons, allons un peu plus loin, imaginons maintenant qu'il y ait deux pays, l'un à côté de l'autre. Un qui a, pour des raisons historiques et sociologiques, beaucoup de fonctionnaires pour gérer cet État, et un autre qui en a beaucoup moins. Et appelons le premier pays, allez, au hasard, la France, et le deuxième pays, au hasard, l'Allemagne. Donc, en quelque sorte, pour faire fonctionner l'État allemand, il faut beaucoup moins d'impôts que pour faire fonctionner l'État français. Aujourd'hui, si vous voulez, les dépenses de l'État entre la France et l'Allemagne, la France dépense au moins 10 points de PIB de plus dans son État que l'État allemand. Bon, c'est un fait historique. Tocqueville s'étonnait déjà du nombre de fonctionnaires qu'il y avait en France par rapport aux autres pays européens. C'est un choix sociologique des Français. Ils aiment avoir des fonctionnaires. Moi, je porte pas de jugement là-dessus, c'est pas... Mais, en fin de parcours, quand on réfléchit, qui paye l'État?
c'est les gars qui travaillent dans le secteur privé, parce que l'État, il ne va pas lever des impôts sur lui-même, puisque il ne crée pas une valeur marchande, l'État. Il n'y a pas de marché de la police, il n'y a pas de marché de la justice, il n'y a pas de marché de la défense nationale, donc il n'y a pas de valeur ajoutée là. C'est d'une valeur ajoutée, mais qu'on ne peut pas mesurer. C'est la sécurité juridique, etc. Ça se mesure pas, ça se constate. Bon, alors l'État français est beaucoup plus cher, fort bien, mais ça veut dire que les entreprises françaises vont avoir une rentabilité inférieure aux entreprises allemandes, puisque le coût du siège social France est très supérieur au coût du siège social Allemagne. Enfin, me semble-t-il. Donc, c'est les gars qui bossent dans la vie réelle qui vont payer les deux sièges sociaux. Et si vous avez un taux de change fixe entre les deux, c'est-à-dire si le deux ne peut pas bouger, au bout de quelques années, mettons 5-10 ans au maximum, toutes les entreprises qui font concurrence à des entreprises allemandes en France, toutes les entreprises françaises, vont être en faillite. Parce que elles ne sont pas compétitives. Donc la façon dont les marchés traitent cette différence, c'est que le taux de change de la France par rapport à l'Allemagne baisse lentement mais sûrement, de façon à maintenir la rentabilité des entreprises françaises au même niveau que des entreprises allemandes. En quelque sorte, on a beaucoup plus de fonctionnaires, mais on les paye dans une monnaie beaucoup moins forte. Oui, c'est-à-dire qu'on les paye en monnaie de singe, et ils sont contents. Et ils sont contents dans la monnaie nationale, etc. Bon. Donc, grosso modo, la monnaie, c'est un privilège de l'État, et c'est là où j'ai des différences sensibles avec la plupart de mes amis libéraux. Quand on se réunit dans une cabine téléphonique en France, mais enfin, on doit être 4 ou 5, quoi, je ne sais pas combien on est, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que, me disent-ils, non, la monnaie, il peut y avoir des monnaies privées. Et je leur dis, n'importe quoi, parce que des monnaies privées, quand vous émettez de la monnaie, on ne peut pas déréglementer la monnaie, on ne peut pas avoir 25 monnaies dans un pays, pour une raison très simple, c'est qu'à ce moment-là, comment les pauvres gens savent calculer la valeur de la monnaie par rapport... Donc derrière la monnaie en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle le cours forcé de la monnaie, c'est-à-dire l'État dit, tous les contrats qui auront lieu en France seront soldés dans ma monnaie, pas dans la monnaie de Jean-Paul ou de Jean-Pierre ou de Tartampion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc... Le pouvoir de l'État s'exerce au travers et la concurrence des monnaies, ça ne veut rien dire, la concurrence des monnaies à l'intérieur d'un même pays, pour une raison qui est très simple, c'est que si vous produisez plus de monnaie, ça ne crée pas plus de richesse. Comme on l'a vu avec le QE, que la BCE nous impose depuis un moment. Ça, voilà. Attends, j'aimerais juste qu'on revienne en arrière, parce que là, tu es parti en digression, en balance des paiements, en balance commerciale, ce que j'aurais aimé voir dans un troisième temps. Je voudrais qu'on revienne, donc on a vu la nature de la monnaie. On a vu l'essence de la monnaie. L'essence de la monnaie. Alors maintenant... c'est dans le fond l'expression qui permet le commerce entre des gens qui veulent vivre ensemble. Voilà. Donc, on va rester sur l'idée qu'effectivement, ça n'est pas justement une bonne idée d'avoir des monnaies concurrentes. On va laisser pour l'instant le Bitcoin qui fera peut-être l'objet d'une étude à part, mais en tout cas qu'on ne considère pas comme une monnaie dans la mesure où, et attention, c'est là où ça arrive, dans les 3 fonctions de la monnaie, on a donc la monnaie doit être étalon de valeur. C'est-à-dire que on peut comparer comme ça les pommes et les poires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le kilo, on voit lequel est le moins cher. L'euro contre le dollar, on a un étalon. Même entre la pomme et la poire, si le kilo de poire vaut 5 et le kilo de pomme vaut 4, vous pouvez vous dire, est-ce que j'achète des pommes et des poires, mais vous savez la valeur relative des deux. Si vous êtes un paysan, vous savez laquelle il vaut mieux produire, etc. Bon, c'est un étalon de valeur. La deuxième chose, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire qu'au travers du temps, la monnaie garde sa valeur, ou s'apprécie, ou se déprécie, mais c'est, grosso modo, la réserve de valeur, c'est ce qui vous permet de faire entrer le temps dans le calcul économique. Parce qu'une monnaie doit remplir 2 fonctions, et la troisième fonction de la monnaie, j'y reviendrai, la troisième fonction de la monnaie, c'est d'être un outil d'échange. C'est-à-dire que si j'ai besoin de pommes aujourd'hui,
Je donne de la monnaie, mais le type qui me vend les pommes, il a peut-être besoin de rien aujourd'hui, il va garder ma monnaie et peut-être elle servira dans 3 mois pour acheter autre chose. Donc, c'est un outil d'échange, une réserve de valeur et un étalon de valeur. Bon, c'est les 3 fonctions de la monnaie, mais qui n'ont rien à voir avec sa nature. C'est-à-dire, on ne comprend pas. C'est quelque chose de complètement différent. La nature, on a traité la nature, maintenant on traite les fonctions de la monnaie. Et donc, ces 3 fonctions, en particulier celle d'échange, l'outil d'échange, ça vous permet de faire entrer le temps dans le calcul économique, c'est-à-dire de la monnaie que je toucherai dans 5 ans, n'a pas la même valeur aujourd'hui qu'une monnaie que je vais toucher aujourd'hui. Et la différence entre les deux, on va mettre un taux d'intérêt sur cette monnaie, de façon à ce que, si je ne consomme pas aujourd'hui, j'ai plus de monnaie dans 5 ans, puisque j'ai pris le risque de l'incertitude. Donc, on va me donner du 5% par an, et donc j'aurai 25% ou 30% de plus dans 5 ans. Voilà, ce qui va nous permettre là de faire entrer l'abrutissement actuel, qui est les taux d'intérêt négatifs, voire à 0. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit que le taux d'intérêt face à une monnaie apprécie quelque part le fait que tu ne consommes pas aujourd'hui, que tu épargnes et que tu gardes ce plaisir pour plus tard, normalement, il doit être rémunéré. Et sachant qu'il y a l'incertitude temporelle. Il y a l'incertitude, comme le futur est incertain, en principe, les taux d'intérêt que je vais toucher sont là pour me compenser contre l'incertitude du futur. L'incertitude et le fait que tu retardes ton plaisir, quelque part. C'est pratiquement de la... D'ailleurs, en vieux français, prolétaire, ça veut dire celui qui consommait tout de suite, qui n'avait pas d'épargne. Donc c'était ça, un prolétaire. Et donc la différence, il y avait donc une différence essentielle faite dans la langue entre le gars qui épargnait et le gars qui épargnait pas. Bon, donc ça c'est essentiel. Mais... Donc on est arrivé quand même à un système qui, intellectuellement, et quelque part, pratiquement même dans nos gènes, est idiot. C'est-à-dire se dire que de retarder son plaisir imminent, on nous force à être des prolétaires, en fait. Exactement. Aujourd'hui, toute la doxa économique est de vous dire vous devez consommer tout de suite. Parce que si vous ne consommez pas tout de suite, l'économie va se viander. Et à ce moment-là, on va tous beaucoup souffrir. Donc, c'est comme si, en sortant du paradis, on nous avait dit, et surtout, tu bouffes bien ton blé en herbe, comme ça, tu seras certain de bouffer l'année prochaine. C'est complètement idiot. C'est-à-dire que ce qui crée la croissance, aussi curieux que ça paraisse, c'est une espèce d'ascèse de la consommation. Aujourd'hui, je mets de l'argent de côté, comme ça j'aurai le futur. Donc la première des choses de la monnaie... Ça défie l'envie qu'on a tous de transmission envers les enfants. Exactement. On a quelque part tous envie d'épargner pour les autres, pour nos enfants. Pour laisser quelque chose aux autres, etc. Une maison, je sais pas quoi. Donc ça, la monnaie vous permet de faire entrer le temps dans le calcul économique par l'intermédiaire du taux d'intérêt. Et ça a été une découverte extraordinaire des Italiens au XIIe ou au XIIIe siècle, quand ils ont commencé à faire des calculs de valeur escomptée de la monnaie. C'était très difficile à l'époque parce que les maths s'y prêtaient pas, mais enfin ils le faisaient déjà. C'est-à-dire combien vaut 1 euro à recevoir dans 5 ans par rapport à aujourd'hui, ou un florin, ou un ducat, par rapport à aujourd'hui. Et donc ça vous permettait de faire des calculs de la rentabilité de l'investissement. Si l'investissement que vous faisiez avec l'argent que vous épargniez rapportait plus que les taux d'intérêt, il fallait le faire. S'il rapportait moins, il ne fallait pas le faire. Donc ça a permis de faire rentrer le temps dans le calcul économique, ce qui était une innovation absolument extraordinaire. Et la deuxième, les lettres de change. Par les lettres de change. Et la deuxième chose, c'est que la monnaie, elle est là pour vérifier, dans le fond, combien il y a de fonctionnaires dans chaque pays. Un pays qui a beaucoup de fonctionnaires aura une monnaie qui baisse. Un pays qui a peu de fonctionnaires aura une monnaie forte. Hein. C'est comme ça. Donc ça faisait rentrer à la fois le temps et la géographie dans les calculs économiques. Et ça permettait donc une utilisation rationnelle de l'épargne. Alors, ça nous amène pour moi aussi à une autre notion qu'on a perdue évidemment, parce que là, on réfléchit dans la monnaie comme si on nous avait pas forcé dans cette euro. Mais prenons l'Italie. Je t'ai toujours entendu dire que l'Italie aussi s'était construit avec des immenses transferts de valeur du nord vers le sud. Voilà. Et la monnaie le permettait. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs cette notion ? Je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes, que je m'en excuse, mais
il est difficile d'expliquer aux gens des choses sérieuses sans de temps en temps dire une ânerie. Hein. Donc je m'excuse de ce que je vais dire, attendez-vous au pire. Mais voilà, c'est Garibaldi qui a fait... ce héros plein de charme. Ce héros plein de charme, oui, comme dans la chanson, qui a fait l'unité de l'Italie. Et j'avais un ami italien du Nord qui me disait le problème de Garibaldi, c'est qu'il a fusionné une partie de l'Europe avec une partie de l'Afrique. Vous voyez, c'est là ce que j'aurais pas dû dire. Oui. Oui, c'était pas bien vu. Et grosso modo, pour des raisons historiques, sociologiques, l'Italie du Sud a tendance à être un pays, mettons, moins attaché à la loi que l'Italie du Nord. L'Italie du Nord, dans le fond, sont des Savoyards. C'est des Savoyards. C'est des Savoyards, tout ça bosse beaucoup, si vous voulez. Il y a un pays qui aurait dû exister, qui n'a jamais existé, c'était dans le fond la Savoie. Parce que si vous aviez la Savoie, vous avez littéralement presque de la Bavière jusqu'à la Savoie française, et ça vous aurait fait un pays incroyable, avec la plaine du Pô, enfin bref. Ben, ça n'a pas eu lieu, ça n'est pas né. D'ailleurs, il y a des Savoyards qui voudraient que ça revienne maintenant. Enfin, oui, j'en connais. Donc, les pays qui n'ont pas existé, ça c'est une histoire aussi très intéressante, il faudra peut-être qu'on parle un jour. Mais donc, grosso modo, ce que fait l'Italie, c'est que les types du Nord, mettons, c'était des Bavarois, des Allemands qui bossaient très très bien. Ils gagnaient beaucoup d'argent, ils étaient très très compétitifs. Mais pour maintenir la volonté de vivre ensemble de l'Italie, entre l'Italie du Nord, ben, il fallait qu'ils transfèrent un pognon noir de l'Italie du Nord vers l'Italie du Sud par des transferts sociaux. C'est-à-dire, grosso modo, on payait les Italiens du Sud de rien faire. Bon, c'était un transfert. Bon. Ce qui fait que l'entrepreneur italien, il n'avait pas simplement sur le dos son État, mais il avait aussi ses transferts massifs. Et donc, au départ, il transférait des lires, qui ne valaient pas grand-chose pour le Sud. Puis au fur et à mesure que la monnaie ne bougeait pas vis-à-vis de, mettons, du Deutschmark à l'époque, ben, il se mettait à transmettre au fur et à mesure des Deutschmark. Et donc, il devenait de moins en moins compétitif. Et les gars dans le Sud, ils vivaient de mieux en mieux. Donc, il fallait que tous les 2 ou 3 ans, la monnaie italienne décroche, pour recommencer à payer les gars au Sud en lire, et que les gars du Nord touchent des Deutschmark. Quand tu dis décroche, c'est des values. Des values. Par exemple, de 1970 à 2000, c'est-à-dire la rentrée dans l'euro, il fallait 25 lires pour acheter un euro à Deutschmark. En 1970, il en fallait 100 en 2000. Quoi. Donc c'était un processus d'ajustement pour permettre aux Italiens du Nord de rester compétitifs avec les Allemands. C'était comme ça que ça se passait. Et ça marchait très bien, parce que la croissance italienne, y compris la croissance des exportations italiennes de 1970 à 2000, a été supérieure à la croissance allemande et à la croissance des exportations allemandes. Donc ça marchait très très bien. Parfait. Mais imaginons maintenant que des fous, pris d'un délire subit, décident de bloquer la lire italienne à 100 contre le Deutschmark. C'est-à-dire que l'Italie ne peut plus dévaluer. Ben, au bout d'un certain temps, comme ils sont moins productifs que les Allemands, à cause du Sud, ben, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, ils vont devoir transférer leurs richesses du Sud vers le Nord, mais en Deutschmark, puisque maintenant la monnaie est fixée. Et donc, la variable d'ajustement, qui était le taux de change, qui permettait aux Italiens de rester compétitifs, devient d'un seul coup la rentabilité des affaires italiennes qui s'écroulent. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien que quelqu'un... Un système économique, il faut bien comprendre que c'est un peu comme un mobile de Calder. Vous savez, ce qu'on met au-dessus des berceaux de bébés, où il y a des trucs qui bougent comme ça. Ben, si vous donnez un grand pet sur un mobile de Calder, tout se met à bouger. Mais si vous en bloquez une et que vous donnez un grand pet, les autres vont bouger beaucoup plus. Oui, bien sûr. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si vous bloquez le taux de change, la variable d'ajustement, ça va être la rentabilité des entreprises qui s'écroule. C'est-à-dire l'emploi, les déficits s'effondrent. Du coup, à cause des transferts sociaux pour financer les chômeurs, le déficit budgétaire augmente, la dette augmente.
Donc c'est ce qui s'est passé aussi avec l'euro, parce que quand on est passé à l'euro, nous, en tant que Français, on n'a plus pu... On n'a pas de transferts sociaux vers le Sud, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, la France est un pays assez productif dans son ensemble, mais il y avait les 40% de fonctionnaires de plus. On a 40% et les 35 heures. Et les 35 heures. On a brillamment passé à ce moment-là. Oui, parce qu'il faut dire aussi quelque chose qui est tout à fait à la gloire de nos gouvernants, c'est l'Allemagne, après la réunification, n'était plus tellement compétitive. Elle avait un coût du travail qui était très élevé. Donc, imaginez-vous que l'Allemagne, à la fin des années 90, avait des déficits extérieurs. Et que la France avait des excédents extérieurs considérables. C'est quelque chose qui était insupportable pour nos hauts fonctionnaires, qui ont donc décidé de remédier à cette situation. Et les Allemands, eux, ils ont fait des mesures de réforme Scharch, qui s'appelle, c'était le patron de Volkswagen à qui on a demandé de faire un plan pour faire baisser le coût du travail. C'est ce qu'il a fait, qui a très bien réussi. Et pendant ce temps-là, exactement en même temps, nous on faisait les 35 heures. Tandis que pendant que l'Allemagne faisait tous ses efforts pour faire baisser son coût du travail, nous on faisait tous nos efforts pour le faire monter. On y est très bien arrivé. Hein. On y est très très bien arrivé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la France n'est plus compétitive. Donc quand je vois de braves crétins, partisans de l'État stratège et autres, Calan-Broden, qui m'expliquent que c'est à cause de la Chine qu'on s'est désindustrialisé, je pleure de désespoir, parce que la Suède ne s'est pas désindustrialisée, l'Autriche ne s'est pas désindustrialisée, l'Allemagne ne s'est pas désindustrialisée. La France s'est désindustrialisée. Pourquoi ? Mais parce qu'on a fait des bêtises économiques invraisemblables depuis 25 ans, qui ont fait baisser la rentabilité des entreprises et monter le poids de l'État. Donc, ça fait 25 ans que tu le dis. Ça fait 25 ans que je le dis, puisque j'ai écrit mon livre il y a à peu près 25 ans maintenant, et je disais que ça ferait trop de maisons en Espagne, puisque les taux d'intérêt déclencheraient un boom immobilier qui ferait sauter les banques, c'est ce qui s'est passé. Que ça ferait trop de fonctionnaires en France, parce que si on peut emprunter à zéro, pourquoi pas embaucher des fonctionnaires ? Moi, ça ne coûte rien, puisque la dette ne coûte rien. Et que ça ferait trop d'usines en Allemagne, puisque tout le monde irait ouvrir des usines en Allemagne. Donc c'était parfaitement... S'il y a quelque chose qui était visible, j'aime pas faire des prévisions, mais alors celle-là, c'était... Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, dans le fond, si je devais utiliser les analyses de René Girard, je dirais que la classe dirigeante française est en train de rechercher un bouc émissaire. Et que le bouc émissaire, c'est dans le fond l'Asie, la Chine et le libre-échange. Mais attendez une seconde, ça n'a strictement rien à voir avec le problème français, qui est que le poids dans l'économie est passé de 40% à 60% en l'espace de 30 ans. Si je devais résumer la politique économique française depuis 30 ans, c'est pas une lutte des pauvres contre les riches, en aucun cas. C'est une lutte du secteur public pour s'approprier la rentabilité du secteur privé. Dans le fond, ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a transféré de l'argent directement du secteur privé qui le gagne au secteur public qui est en perte. On n'a pas eu un excédent budgétaire depuis 1973. Donc, grosso modo, la politique française depuis 30 ans, ça a été un pillage organisé par le secteur public du secteur privé. C'est tout. Alors, je voudrais qu'on revienne, puisqu'on parlait de l'Italie et du fait que pour arriver à absorber ces deux populations et créer donc cette nation, faisait des dévaluations, donc accepter de temps en temps d'avoir ce que les gens aiment à qualifier de monnaie faible par opposition à une monnaie forte. Et très souvent dans les commentaires que je retrouve sur les réseaux, les gens sont très attachés à cette idée très fantasmée qu'il nous faut une monnaie forte, qu'on serait fort parce qu'on aurait une monnaie forte, avec tout ce que ça implique derrière. On a vu justement de non-souplesse et du fait que ça n'aide pas le tissu entrepreneurial. Est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer aux gens pourquoi en fait une dévaluation dans l'absolu, quand le tissu entrepreneurial est là où il est, ça n'est pas une idiotie, et qu'au contraire, c'est ça, comme on l'a vu en Italie, qui permet de relancer un pays au niveau où il doit être, parce que ça sert à rien d'avoir une monnaie artificielle. Mais une monnaie... La valeur d'une monnaie, ça ne se détermine pas à Bercy. Voilà, encore une fois. Encore une fois, la valeur d'une monnaie, c'est un prix qui se passe sur un marché qui s'appelle le marché d'échange,
où le monde entier, dans sa sagesse, décide que le prix du franc français contre le Deutschmark, ça sera ça. Bon, c'est un prix. Donc, les gens qui me disent qu'il faut une monnaie forte, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'il faut que l'État mette le prix de la monnaie sans aucun rapport avec les fondamentaux du pays. Ce qui est une histoire de fou. Une monnaie forte, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Les Suisses n'ont pas une politique de monnaie forte. Non, ils essaient au contraire de faire baisser parce que... parce que comme ils sont bien gérés, ça fait... Bougez pas, ça doit faire à peu près 40 ou 50 ans que l'État suisse est à 30 ou 35% du PIB et n'est pas monté, pendant que nous on passait de 30 à 60. Ben, si vous voulez, le franc suisse... Voilà, ils ont essayé de racheter les obligations pour faire baisser le franc suisse. Ils n'arrivent pas à le faire baisser, tout le monde en achète. Ben, le franc suisse, ils ont des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui achètent des produits suisses que des produits... mais du coup, c'est embêtant pour leurs exportations, parce qu'ils se retrouvent avec le prix des montres. Mais non, parce que ça les pousse sans arrêt vers des exportations qui ont de plus en plus de valeur ajoutée, où les prix ne sont pas... Ça les pousse vers des exportations, pour parler comme un économiste, ce qui m'arrive rarement, qui sont élastiques par rapport aux revenus et inélastiques par rapport au prix. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est, parce que c'est une notion compliquée. Si, par exemple, vous avez un téléphone portable au début... Ils étaient très chers. Quand le prix baissait de 10%, à ce moment-là, la demande de téléphone augmentait de 50%. Parce que c'était très élastique par rapport au prix. Si le prix baisse, la demande explose. Et puis vous avez une seconde série de produits qui sont très sensibles par rapport aux revenus. C'est-à-dire, si le gars commence à gagner de l'argent, il va aller skier à Gstaad plutôt qu'à Méribel. Parce que dans le fond, c'est la Suisse, ça coûte beaucoup plus cher, mais tout marche bien, il n'y a pas de problème. Donc, quelque chose qui est très sensible par rapport aux revenus, par exemple, c'est ce que j'appelle le paradoxe du caviar. J'adore le caviar. Et je me suis dit, quand j'étais jeune, je me disais, quand je gagnerai de l'argent, je m'achèterai du caviar, parce que je peux en acheter tant que j'en veux. Eh bien, pas du tout. Le prix du caviar, il est monté plus que je n'ai gagné d'argent depuis. Donc, je me retrouve toujours en pénurie de caviar que je ne peux pas me payer parce qu'il est trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'élasticité par rapport au revenu. Comme il y a très peu de caviar dans le monde, des gens qui sont vraiment, vraiment riches, ils en achètent tout plein, et du coup, il n'y en a plus pour moi. Bon. Ça, c'est être élastique par rapport au revenu. Donc, les Suisses, comme ils savent que leur monnaie va monter tout le temps, ils se spécialisent dans les trucs qui sont vendus aux gars dont le revenu augmente de plus en plus. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre en France, où on s'imagine justement qu'il faut réindustrialiser comme si on devait aller faire concurrence à la Chine ou je ne sais pas qui, c'est-à-dire faire des brassières en coton à 0,15 centimes de l'unité. Ils les font plus, non, en plus. Mais c'est-à-dire l'idée alors qu'on devrait se spécialiser dans des produits, ce qu'on fait dans le luxe quand même, puisque dans le luxe, on voit... Trouvé, mais je pourrais remarquer un truc, c'est qu'on a l'industrie du luxe la plus importante de France, du monde, on a fait tout ce qu'il fallait tout, mais qu'il n'y a jamais eu un sou d'aide à l'industrie du luxe donné par le gouvernement. C'est bien pour ça que ça fonctionne. Exactement. Donc l'industrie du luxe, si vous voulez, c'est le côté suisse des Français. Ils ont développé un truc où, dans le fond, le gouvernement les laisse bien tranquilles et du coup, ça marche le tonnerre de Dieu, quoi. Mais par contre... Tout ce qui est industrie lourde. Mais regarde la nourriture. La nourriture, la France, c'est le pays des bons produits. Quelle a été la politique agricole commune? C'est de forcer les Français à faire des produits en masse. De faire du blé qui n'est pas de bonne qualité, de faire du vin qui était quelconque, jusqu'à ce que ça change. Des fromages pasteurisés. Des fromages pasteurisés à la place d'avoir des fromages qui puent et qui sont pleins de microbes, c'est vachement mieux, ça a du goût, moi. Et puis, grosso modo, pour la première fois de son histoire, je crois que la France aujourd'hui a un déficit de sa balance commerciale agricole. Il faut le faire quand même. Après 40 ou 50 ans de politique agricole commune, d'avoir forcé les paysans français à faire de la saloperie en volume, comme savent le faire les Américains ou les Australiens, on n'avait pas une chance. Donc il aurait fallu spécialiser à mort les Français sur leur laisser le choix dans leur cancoyote, dans leur des fromages qui puent, et aider. Certains y reviennent via le bio. Parce que le bio, par exemple dans le laitier, permet d'avoir des prix d'achat à terme que ne donne pas le lait en général. Ça, c'est une notion très importante. La Nouvelle-Zélande, c'était un producteur qui s'était spécialisé en agriculture, parce qu'ils ont que ça. Ils font deux choses, de l'agneau et du beurre.
Ils font du lait, du beurre et des joueurs de rugby, qui sont les meilleurs du monde. C'est des beaux bestiaux. Donc, c'est très important, la Nouvelle-Zélande. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils avaient des pertes colossales, déficit budgétaire, ils avaient tout contrôlé dans l'agriculture. Et il y a un ministre socialiste, un premier ministre socialiste, il y a une trentaine d'années, qui a dit, écoutez, tout ça c'est de la bêtise, on supprime toutes les subventions, on supprime tout, et demerden Sie sich. C'est-à-dire que chaque paysan néo-zélandais fera ce qu'il veut, et à charge pour lui de le vendre. Voilà. Et depuis, la Nouvelle-Zélande pète le feu, tout va bien. Donc il faut jamais sous-estimer la capacité des hommes politiques et des fonctionnaires à foutre en l'air les avantages comparatifs qu'un pays aurait. On l'a très bien vu par exemple dans le vin en France. Bon. Au 19e et pendant la première moitié du 20e, tout le sud de la France autour de Montpellier, Béziers, tout ça, ça faisait des vins pour l'armée française. Pour l'armée, oui. Donc, des vins solides. Oui, des vins solides et qui étaient imbuvables. Puis c'était dégueulasse, mais le gouvernement français les achetait parce que c'était une façon de maintenir l'emploi dans la région. Non, et puis je crois que dans les pactages, tu avais un. Oui, on avait toujours 2 ou 3 litres de pinard. Oui, moi, j'ai c'est... fait les vendanges quand j'étais jeune pour gagner un peu d'argent. J'avais 17-18 ans, j'étais porteur. Vous savez, le gars qui portait les trucs sur son dos, là. Et j'avais droit, comme paiement, je ne sais plus combien c'était, 15 ou 20 francs par jour. À l'époque, c'était beaucoup. Et j'avais droit à 7 litres de vin par jour. Qu'est-ce que tu aurais fait avec tout ça? Je pouvais les revendre à la coopérative. Oui, ce que j'ai fait, d'ailleurs. 7 litres. En consommation personnelle. Il y avait des gars qui se les sifflaient, les autres porteurs, ils se les sifflaient. Donc, mais c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment pas buvable. 7 litres de pinard. 7 litres de pinard. J'avais droit à 7 litres de... Ça faisait partie de ma... Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'on a supprimé le service militaire, on pouvait plus acheter de vin. Le gouvernement pouvait plus acheter de vin, parce que c'est surtout dégueulasse. Et donc on leur a dit, vous vous démerdez. Et maintenant, vous allez dans le Biterrois, vous allez dans la région de Carcassonne et tout. Ils commencent à faire des vins qui sont très très bons. Oui, il y a les nouvelles cuves aussi qui ont bien joué. Il y a les nouvelles cuves qui ont chancé, puis ils ont investi beaucoup dans les œnologues. Donc maintenant, ils font du vin, il y a des petits vins qui sont très bons localement, et ils ne demandent plus de subventions, et alors qu'il y avait des émeutes tout le temps dans le Biterrois, dans les années 1905, etc., il y avait des émeutes viticoles monstrueuses, et il n'y a plus personne qui fait des émeutes. Parce qu'ils sont tous en train de bosser pour essayer d'améliorer la qualité de leurs vignes. Et la France est le pays le plus visité au monde, c'est là où il y a le plus de touristes qui viennent. Si on n'emmerdait pas les gens comme les hôteliers et les restaurants, avec les 35 heures, avec des charges sociales, avec la CSG, etc., mais toute l'Angleterre, toute l'Allemagne sillonnerait la France et les petites routes pour trouver le petit hôtel où on bouffe le... Oh, les Anglais le font bien. Regarde ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont redécouvert la Provence, entre guillemets, et ils ont fait sur la Dordogne aussi maintenant. On trouve des Anglais dans maintenant, ils sont en train d'arriver dans le Gers. Ah oui, mon Dieu. Ils achètent des maisons. Ils achètent des maisons parce qu'elles sont pas rien, puisque le Gers c'est complètement vidé, il n'y a plus personne. Ouais. Donc, grosso modo, on retrouve toujours la même chose, c'est que vous avez une politique décidée d'en haut de produits qu'il faut faire, ce crétin de Chirac, et qui ruine l'agriculture en 40 ans. Et puis vous avez l'autre possibilité, c'est comme dans le cas du vin, c'est de laisser les paysans être des entrepreneurs. On retrouve ma notion de l'entrepreneur, c'est-à-dire de dire, compte tenu du climat, du vent, du sel, de je sais pas quoi, voilà ce que je vais faire. Et de le laisser bien tranquille. Et à ce moment-là, vous avez des milliers de produits qui sont tous différents et chacun essaye de trouver ce qu'il veut, plutôt que d'avoir un blé massif qui va dans des usines massives et qui après font du pain dégueulasse. Comme je le dis souvent, dans la famille, il y a une espèce de boulangerie industrielle dans la vallée des Pyrénées, la vallée d'Ossau, là-bas. Eh bien, s'ils achètent une farine dégueulasse ou s'ils achètent une bonne farine, le pain est complètement différent. Et vous voyez très bien quand vous vous baladez dans Paris, c'est assez marrant d'ailleurs, vous avez des boulangeries dans lesquelles il y a des queues incroyables, et puis la boulangerie qui est à 30 mètres, il n'y a personne. Mais parce que le boulanger local, il est allé acheter de la farine chez un paysan qui connaissait, qui faisait du bon. Donc, grosso modo, il y a tellement de possibilités de production, de goût, de valeur, de création de valeur, que c'est quasiment infini. Et dès que l'État intervient, il veut rationaliser ça,
et il nous amène à des produits qui sont toujours produits en grande quantité et qui sont, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, élastiques par rapport au prix. Ça marche, c'est dégueulasse pour le paysan. Et le paysan est désespéré parce qu'il fait des mauvais produits et qu'en plus il les vend pas. Donc il demande des subventions, ce qui le force à faire 40% de son temps à écrire des papiers pour demander des subventions. Donc il fait plus ce qu'il aime, il fait ce qu'il n'aime pas, parce que s'il aimait des trucs écrits, il serait pas paysan. Ou il serait fonctionnaire. Et donc c'est d'une imbécilité foudroyante. Mais foutez la paix aux Français, comme disait Pompidou. Arrêtez d'emmerder les Français, oui. Est-ce que tu penses aujourd'hui... Alors, on a déterminé que dans l'histoire, je ne sais pas si on l'a dit, mais on va le dire, il n'a jamais existé d'exemple sur le long terme de monnaie en Yougoslavie, mais ça a été sur un court terme. Et puis il y avait des camps de concentration partout, hein. Oui, ça a aidé. De monnaie créée ex nihilo, c'est-à-dire de monnaie qui ne soit pas rattachée à une nation, à un peuple. Or, donc, notre euro a été sorti Deus ex machina de rien. C'était c'est ce que j'appelle une solution à la recherche d'un problème. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun problème, ça marchait très bien. La croissance industrielle française, italienne, allemande, espagnole était exactement la même. Arrive l'euro, 2000, et vous voyez les italiennes, France... décrochent en production industrielle. Et l'Allemagne continue à monter. Et donc, vous vous dites, mais ce sont des crétins profonds. Mais derrière ça, il y avait un projet politique qui était de détruire les nations. Puisque les gens étaient attachés à leur monnaie, c'est parce qu'ils étaient attachés à leur spécificité, et donc ils trouvaient normal d'être payés dans leur monnaie. Et puis on a dit non, c'était le discours, quand il a été élu de Giscard, j'avais sauté en l'air de rage déjà à l'époque, où il disait que la France était trop petite, qu'on représentait que 3%, je ne sais plus 4% du PIB mondial, et qu'il fallait maintenant qu'on se mette dans un autre grand groupe, et dans le fond qu'on transfère nos souverainetés à l'Europe pour pouvoir enfin exister. Mais la France ne s'est jamais définie, d'ailleurs la civilisation ni la culture ne s'est jamais définie par la taille. La taille, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la qualité. La France avait des qualités pour être... Donc, en fait, moi, s'il y avait un message que j'aimerais que les gens retiennent de ce qu'on est en train de faire, là, c'est contre nature, ce qu'ils ont fait. Non, mais de parler de la monnaie, pour moi, c'est aussi, quelque part, identitaire. C'est parler de la nation, c'est parler du pays. De la nation. Donc, ça serait simplement d'alerter les gens en leur disant « Vous pensez que la monnaie n'est pas importante, mais c'est un leurre. » Vous devriez lui accorder plus d'importance. Je pense que le problème de la monnaie a mal été géré par certains partis politiques. Absolument. On a eu des éléphants dans un magasin de porcelaine, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit se réapproprier au quotidien, parce que c'est une question identitaire, oui. C'est une question souverainiste, et c'est une question à laquelle il convient de réfléchir, parce qu'elle nous touche tous. Et on la laisse trop souvent de côté. C'est une question identitaire, encore une fois. C'est une question identitaire, absolument. Et encore une fois... Quand vous écoutez des gens comme Trichet, ils vous disaient avoir une monnaie forte, c'est-à-dire être le Deutschmark, ça va forcer l'État français à se réformer. Bon, alors ça c'est le message, l'État français doit se réformer. Très bien. Mais imaginons une seconde que les Français soient contents de leur État obèse. C'est notre droit. C'est leur droit constitutionnel, ils ont le droit d'être gérés comme des cochons. On a le droit d'avoir mauvais goût. Il n'y a aucune raison, ça veut dire que ça ne regarde pas le gouvernement. Non, ça ne regarde pas les Allemands, ça ne regarde pas Bruxelles, j'ai le droit d'être géré comme j'ai envie. Et donc, comme disait Mme Thatcher, le problème avec les gars qui essayent de pousser l'euro, c'est qu'ils prennent l'euro pour un symbole de virilité. Et comme c'était tous des vieux messieurs, c'était gênant, quoi. C'est pour ça qu'ils veulent des monnaies fortes. C'est toujours pareil, on en revient toujours à ça avec les garçons. Tout à fait. Donc, grosso modo, ce qu'on essaye de dire, c'est que vous avez une série de vieux crétins qui étaient sans doute impuissants, qui ont décidé de projeter, de projeter une puissance qu'ils n'avaient plus au travers du taux de change. Mais c'est une ânerie. Je veux dire, une monnaie, c'est un prix. C'est, encore une fois, ça ne se décrète pas. S'il y a plus d'acheteurs de francs français que de vendeurs, il va monter. S'il y a plus de vendeurs, il va baisser. Et ça correspond à une réalité économique. C'est complètement crétin, par exemple, de fixer le prix de la baguette ou de fixer le prix du loyer. On sait que ça ne marche jamais. Le contrôle des prix, ça ne marche jamais. Or, pourquoi ça marcherait pour la monnaie ? C'est un prix comme un autre. C'est le prix où s'exprime la productivité des Français par rapport aux autres pays. Oui. Eh bien, si la productivité est nulle parce que
il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que cette monnaie monte. On ne mérite. Non, et puis Une monnaie forte, ça se mérite. Et puis c'est important parce que c'est un signal. Oui. C'est un signal pour dire, vous les gars, c'est un peu comme un carnet de notes. Vous avez mal fait, il est temps de resserrer. Voilà, et ça, on aurait eu le signal des 35 heures, on se serait dit, dis donc, les gars, on est en train de perdre en productivité vis-à-vis de l'Allemagne, il s'agirait de se serrer les coudes, de se secouer un petit peu, allez, on y va. Mais au lieu de revenons ça, aux 35 heures, ça parce que tue c'est tout. très important. Logiquement, ce qui aurait dû se passer, c'est vous faites monter le coût du travail. Logiquement, ce qui aurait dû se passer, c'est que le franc français se pète la gueule immédiatement derrière. Et les Français auraient fait le raisonnement. Donc, une fois de plus, quand les socialistes arrivent au pouvoir, notre monnaie se pète la gueule. Et donc, mon pouvoir d'achat international baisse. Il serait dit, il faut peut-être virer les socialistes. Mais rien du tout, puisque c'était fixé vis-à-vis du Deutschmark. On a eu le taux de change du Deutschmark, qui, eux, faisaient leurs réformes. Et les gens se sont dit, mais c'est le pied, ce truc. Je suis payé en Deutschmark et j'ai les avantages sociaux en France. Sauf la dette qui payait ces avantages sociaux, sur le dos de nos petits-enfants, a explosé. On n'a pas gagné notre niveau de vie depuis 10 ans. On l'a transféré. On a piqué du pognon à nos petits-enfants pour le transférer à nous aujourd'hui. C'est honteux. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation impossible. Ah ça, vous avez bien vécu, vous les boomers. Hein. Ah, m'en parle pas. Je sais que c'est pas de ta faute, mais tous les Cohn-Bendit, là, et le machin, ils nous ont fait... Ça a vécu très très bien, et toujours avec des nobles intentions. J'ai connu dans ma jeunesse, il y a longtemps, bon pas tellement, un homme qui était le gouverneur de la Banque des règlements internationaux. La BRI, vous savez qu'il y a la Banque centrale des banques centrales, un lieu de pouvoir. Qui oui, c'est un lieu de pouvoir où tous les coups tordus se passent dans le pays, dans le monde, si vous voulez. Il faut le savoir, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, les Américains, tout ça se parlait beaucoup à l'intérieur de la BRI, donc ils étaient tous en Suisse. Donc c'est un lieu de pouvoir, c'est le club des banquiers centraux. Bon, c'est un truc, la BRI, c'est un truc. Si vous voulez, Bilderberg, c'est du pipeau à côté, quoi. C'est vrai, c'est rien du tout. Ça. La BRI, c'est sérieux. Ils sont à balle. Hein. Un vrai trou, comme disait l'autre. Donc, ils sont à balle. Et le gouverneur, donc, qui était un Français, très malin, je lui ai dit, quelle est la pire des choses pour un banquier central, vous qui les avez tous connus? Il m'a dit, Charles, il n'y a rien de pire qu'un banquier central qui a un sens social aigu. C'est-à-dire que les esprits faibles pensent que en créant plus de monnaie, en le distribuant généreusement à des gens qui ne le méritent pas, on va améliorer le sort des petites gens. En fait, ça les détruit. Il dit, quand vous faites... La monnaie est trop sérieuse pour être laissée aux hommes politiques. Et on peut expliquer l'euro de façon assez simple, c'est qu'il y avait une banque centrale en Europe qui arrêtait toutes les conneries, c'était la Bundesbank. C'était le gardien du temple. C'était par exemple, quand les Français sont arrivés en 81, la Bundesbank les a flingués, et en 83-84, ils arrivaient à récipiscence, et donc le but de tous les socialistes en Europe, ça a été de détruire celui qui empêchait les hommes politiques de s'emparer de la monnaie pour faire n'importe quoi avec. Et c'est pour ça qu'ils ont créé l'euro. Ça a permis de contourner la Bundesbank. Ils ont mis la Bundesbank à l'intérieur de l'euro, et ensuite ils ont commencé à rompre les traités, et la Bundesbank était coincée, c'était plus de son ressort, elle a réussi. Donc il faut bien se rendre compte que derrière tout cet euro, il y avait le désir de faire mais surtout il y avait le désir de flinguer la seule banque centrale qui était sérieuse, et qui montrait aux gens le droit chemin. C'est-à-dire que il y avait la vieille blague en Allemagne qui disait « Tous les Allemands ne croient pas en Dieu, mais tous les Allemands croient en la Bundesbank ». C'est-à-dire qu'ils disaient non. Et je crois d'ailleurs que les conseils d'administration de la Bundesbank, les gens qui étaient au conseil, étaient responsables sur leurs biens propres. Ah, ça c'est très bien comme ça concentre l'intérêt de façon considérable. Et donc il y avait cette espèce de gardien du temple, et quand les Français faisaient n'importe quoi, ou les Italiens, ils étaient obligés de rentrer dans le rang parce que la Bundesbank les y forçait. Et maintenant, la Bundesbank a disparu. Et la Bundesbank disparaissant, on a commencé à avoir les imbécilités en Europe, première condition, première conséquence. Et la deuxième, c'est que la Bundesbank tenait les États-Unis aussi.
les imbécilités que fait M. Biden, aujourd'hui, de 2000 milliards de dollars qui sont distribués comme ça, qui sont financés par la Banque centrale. Vous savez ce que disait REF, c'est l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, ben, on y est en plein, mais s'il y avait eu le Bundesbank, ils n'auraient pas pu, parce qu'il y aurait eu, en quelque sorte, la bonne monnaie qui était là. Donc, encore une fois... Il y aurait eu quoi, une dévaluation du dollar par rapport au marque? Il se serait écroulé, puis au bout d'un certain temps, les gens auraient dit « votre dollar, j'en veux pas ». C'est-à-dire qu'il aurait perdu le cours forcé. Les gens auraient dit « non, moi je vais acheter des Deutschmark ». Est-ce que tu penses qu'à terme, le yuan peut exercer... C'est exactement ce qui se passe dans le monde, et c'est une très bonne question. C'est-à-dire que, comme la Bundesbank a disparu, comme en quelque sorte gardien du temple, encore une fois, de la stabilité monétaire mondiale, les Chinois ont dit, nous on va prendre cette place. Et ils sont en train de prendre cette place, ils sont en train de rendre... Et on a écrit un livre avec ton frère là-dessus, qui s'appelle The Clash of Empires, dans lequel on explique que, dans le fond, il y a une zone monétaire qui est en train de se créer en Asie, autour de yuan, et que ce qui se passe, c'est que vous avez l'Europe et les États-Unis qui ont comme objectif de ruiner les épargnants. Ils veulent ruiner les épargnants en partant du principe qu'ils veulent détruire ce que j'appelle la fonction de monnaie de réserve, la fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire si vous épargnez, vous n'aurez rien, vous allez être ruiné quand même. Et puis les Chinois qui disent, nous, on vous garantit que vous serez remboursé et que vous toucherez un revenu convenable sur votre épargne. Et les gens me disent, mais ils ne sont pas démocrates. Mais je leur dis, est-ce qu'il est bien démocrate de suivre une politique qui cherche à ruiner les épargnants? D'un côté, j'ai des gens qui sont des crapules qui nous gèrent aujourd'hui et qui cherchent à ruiner les épargnants. Et de l'autre, j'ai des gens qui ne sont pas très convenables et qui me disent, je te paierai convenablement. Est-ce que je dois automatiquement donner mon argent à une crapule, soi-disant parce qu'elle a été élue? Je ne suis même pas très content des façons dont elle a été élue. Non, surtout si... Ou est-ce que je dois le donner à un type qui est un peu douteux, mais qui, lui, me garantit qu'il me repérera et qui met l'État chinois derrière? C'est un problème qui ne peut être résolu qu'à un niveau individuel. Si les gens ne veulent pas confier... Oui, parce que c'est de la morale. Donc c'est de la morale, c'est individuel. C'est individuel. Je ne peux pas prendre une décision pour les gens. Je leur dis, écoutez, vous avez deux systèmes d'épargne, un qui va vous ruiner, l'autre qui ne va pas vous ruiner. Voilà l'argent n'ayant pas d'odeur. L'argent n'ayant pas d'odeur, si vous trouvez que l'argent chinois a une odeur, restez en obligation française. Vous perdrez 100%. Mais démocratiquement, vous serez content. Vous aurez fait une bonne action, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait subventionner des mafias comme on a en France, qui sont à la limite de la criminalité, alors que c'est une mafia, quoi. Est-ce que tu penses que l'euro peut vraiment sauter? Sachant qu'il change les règles du jeu au fur et à mesure. Donc, ça fait... Bon, quand tu as écrit ton livre en 2001... des lions menés par des ânes, on était effectivement dans un cadre... Il aurait dû sauter en 2012. Voilà. Alors, le fait est qu'ils ont changé les règles juridiques au fur et à mesure. Donc effectivement, quand les gens disent « oui, mais Charles, vous avez raison, Toto », c'est pas ça. C'est qu'ils ont changé les règles au fur et à mesure. Maintenant, ils essayent de mutualiser la dette, qui est une autre... Mais ça, c'est complètement anticonstitutionnel en Allemagne. Donc, pour l'instant, ils ont été retoqués à chaque fois parce qu'il n'y a plus la Bundesbank, mais il y a encore des juristes de valeur, comme fait avec Markus Kerber cet été. Donc il y a encore des types qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme et dire « Eh oh, c'est complètement inconstitutionnel ». Et porter plainte devant la Cour constitutionnelle, voilà. Parce que l'article, je ne sais plus quel numéro, 134, je ne sais plus quoi, l'article de la Constitution. C'est pas une constitution allemande. L'Allemagne n'a pas vraiment une constitution. Elle a quelque chose qu'ils appellent l'acte... J'y connais rien en droit allemand. Oui, c'est vrai. L'acte en droit public, c'était l'acte fondateur, un truc comme ça, qui a été un peu une constitution qui a été imposée par les puissances occupantes à l'Allemagne, de la réserve avec l'Allemagne de l'Ouest. Et dans cette constitution, il y a l'article, je crois, 124, je ne sais plus très bien, qui dit qu'en aucun cas, la Bundesbank ne peut financer ou garantir des dépenses d'un autre État. D'accord. C'est très clair. Et donc, il y a toute une série de juristes en Allemagne qui sont en train de dire, mais les projets qui ont été faits l'été dernier de mutualiser la dette, c'est exactement ça. Oui, c'est financer des autres États, bien sûr. Et parce que, disent les Allemands, qui sont des partisans de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, c'est
la démocratie repose sur le vote des impôts par le peuple. Donc on ne peut pas imposer à un peuple des dépenses qui seraient faites au profit de quelqu'un d'autre et sur lesquelles il n'aurait pas voté. C'est pas constitutionnellement possible en Allemagne. Donc la Cour de justice de Karlsruhe a décidé d'autoriser une espèce d'entorse à trait compte tenu du Covid. Donc ils ont donné une espèce de permission pour un coup, à cause du Covid. Mais on n'a pas du tout traité, la Cour suprême allemande n'a pas du tout traité du principe de la mutualisation. Or, tout le monde en France, tous les journalistes, n'arrêtent pas de vous dire, la mutualisation a été acceptée par les Allemands. Elle a été acceptée pour un coup compte tenu du Covid, mais pas dans le principe. Donc, demain, la Cour de Karlsruhe pourrait dire la Bundesbank ne peut pas acheter d'obligations émises par les autres pays. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elles doivent vendre ce qu'elles ont déjà. Ça veut dire qu'elles doivent vendre les obligations qu'elles ont déjà. Et à ce moment-là, l'euro pète. Parce que qui va absorber ? La Bundesbank doit avoir, 20-30% du déficit budgétaire français, puisque c'est les banques centrales. Quand on dit la BCE achète, c'est pas vrai. C'est chacune des banques centrales qui achète. Oui, et la BCE leur dit à la Banque de France, tu m'achètes X. Et c'est la Banque de France qui est dépositrice. Mm-hmm. Comme me disait un homme qui travaillait à la Banque de France et qui se trouvait être un de mes clients, il disait, quand je parlais de la BCE, il disait toujours, vous voulez parler de notre filiale. Oui, enfin c'est comme ça qu'il le voit, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le voir nous. Hein. Oui, mais juridiquement, la BCE est une filiale de toutes les banques centrales européennes. Juridiquement. Donc grosso modo, pour venir et peut-être conclure sur la monnaie est, comme tu l'as fort bien dit, un élément de souveraineté et un élément aussi qui permet au peuple de juger de la qualité de la gestion. Et ça, on ne peut plus le faire parce que ce prix-là, maintenant c'est fini. On ne voit plus. On ne peut plus avoir de démocratie si on n'a pas de prix de marché. Et je vais terminer en parlant un petit peu des taux d'intérêt, parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit, pour que les gens prennent bien conscience du problème qu'on a. C'est que j'ai dit tout à l'heure que les taux d'intérêt, ça permettait de faire rentrer dans le calcul économique l'incertitude du futur. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne va pas se tromper. On va peut-être trouver que le futur est beaucoup plus incertain qu'il ne sera. Dans ce cas-là, ceux qui ont acheté des obligations gagneront beaucoup d'argent parce que les taux baisseront, ou l'inverse. Donc, mais il y a un mécanisme pour essayer d'apprécier l'incertitude du futur. Bon. Mais si les taux d'intérêt sont négatifs, philosophiquement, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Puisque, en Allemagne par exemple, si j'achète une obligation allemande aujourd'hui, je suis à 103, mettons, dans 10 ans, elle sera remboursée à 100, donc je suis certain que je vais perdre. Certain. C'est la première fois qu'on me propose un investissement où je suis certain de perdre. Il y en a des tas où j'ai perdu, mais au départ, j'espérais gagner. Là, je suis certain à 100% de perdre. Donc. Autant jouer aux courses, on ne fait rien. Danseuse, ou acheter des terrains, pour l'agriculture, oui. Mais si le futur ne peut pas être plus certain que le présent, ça n'est pas possible. Le futur est incertain par définition. Donc ça veut dire qu'en Europe, nous sommes gérés en fonction d'une imbécilité philosophique. Le futur, les gars qui sont au pouvoir pensent que le futur est plus certain que le présent. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. C'est une impossibilité de logique. C'est comme de diviser par zéro. On peut pas. Enfin, il y a des mathématiciens qui arrivent, mais moi, j'ai jamais réussi. Et donc, grosso modo, d'ânerie en ânerie, on arrive à l'ânerie ultime, qui est la fin de la logique d'une civilisation qui était... il y a des faits et il y a des conséquences. Aujourd'hui, on a des conséquences qu'on refuse. C'est la fameuse phrase de Bossuet, je crois, Dieu se rit des hommes qui haïssent les conséquences des dont ils actions chérissent les causes. Dont ils chérissent les causes. Oui, t'aurais dû là. J'aurais dit. Donc, grosso modo, on se retrouve dans un monde magique où il n'y a plus de rationnel, il n'y a plus de. Et la réalité, c'est que ça va détruire toute l'épargne longue, donc vos compagnies d'assurance, vos caisses de retraite,
Ben, comment voulez-vous qu'elle gagne de l'argent si les taux d'intérêt sont négatifs? Or, c'est cet argent qui, en capitalisant à 3, 4, 5% par an, vous payez vos retraites. Donc, si on est à -1 ou -2, le stock de capital pour payer vos retraites, et dans 3 ans, toutes les caisses de retraite, l'Argir, l'Arco et n'importe quoi, sont en faillite. Et à ce moment-là, on dira, écoutez, vous inquiétez pas, c'est l'État français qui va se charger de vous payer vos retraites. Good luck. Bonne chance. Ça va marcher, ça. Et ben voilà. Donc, sur ce, je pense que la semaine prochaine, on a eu beaucoup de demandes pour faire un petit cours sur le libéralisme, sa vie, son œuvre, le conservatisme, sa vie, son œuvre. C'est de remettre ça un peu, justement, là tout à l'heure tu parlais d'ordolibéralisme, essayer de redéfinir un peu le libéralisme tel qu'on l'entend nous. Et une branche du droit. Une branche du droit, mais revenir sur ça, et peut-être aussi, j'avais envie de reprendre le concept justement de morale individuelle, oui. Héloïse Ablard, ces papiers-là que tu avais écrits dans le temps. Et voilà, faire une espèce de cours qui sera peut-être un peu moins économique, parce que là on a fait 2-3 leçons très très économiques. Oui. Donc revenir à des choses peut-être plus, pas théologiques, mais plus il y a toujours deux branches. Conceptuelles. Il y a toujours deux branches. Il y a comme la logique, dans laquelle l'économie essaye de se situer, et la morale. Et c'est trouver un équilibre entre les deux qui est difficile. Et ça peut être que l'application du droit dans la morale, mais justement, c'est là où ça devient difficile. Mais ce sera un bon sujet à traiter. Voilà, donc on va essayer de faire une émission qui sera peut-être un peu plus juridique, justement, et un peu moins économique, pratique, comme on vient de le faire aujourd'hui, sur les taux d'intérêt. Cela dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, ou alors sur Twitter aussi, on y répondra avec plaisir. Et si vous avez des idées de sujets, pareil, on les prend avec grand plaisir. Vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y aura une interrogation écrite. Hein. Oui, et on ramassera. Et en tout cas, merci de nous suivre. On arrive près des 100 000 abonnés et on est vraiment Encore un effort. Encore un effort, on y est presque. Et il paraît qu'après ça, on décroche la queue du Mickey et que c'est formidable. Mais je sais pas. On sait pas ce qui se passe à 100K, mais tout le monde nous en parle. Tout le monde nous a dit qu'il faut arriver à 100 000. Alors super. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc visiblement, après ça, c'est les délices de Capoue. On va commencer à vivre noblement comme on le mérite. Voilà, enfin, on va être traité comme on le doit. Voilà. Donc le directeur financier vous remercie aussi pour votre soutien. Il a été particulièrement sage aujourd'hui. On s'était pris la pluie, mais il va avoir droit à sa balade. Et encore merci de nous suivre, et donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À très bientôt.